Bon, eh bien, on va pouvoir lancer ce webinaire. Rebonjour à toutes et à tous. Hem, c'est un webinaire qui est victime de son succès puisque jusqu'à ce midi, nous étions à 880 inscrits. Donc merci, beaucoup, voilà, d'être parmi nous aujourd'hui pour, découvrir, ensemble ce nouveau guide de recommandations, créer et faire fonctionner un CLSM. Peut-être quelques informations avant de démarrer sur, comment ça va se dérouler. Donc on va vous faire une présentation, de comment ce guide s'est construit, des objectifs et puis du contenu. On va vous inviter, comme nous sommes en mode assemblée, à poser vos questions dans, le chat qui s'appelle Q&R, qui va vous permettre, de poser vos questions, éventuellement aussi de répondre aux questions qui ont été posées. On va assurer un suivi avec, Fanny, pendant tout le webinaire pour pouvoir répondre, à des questions courtes, assez simples, et toutes les questions un peu plus de fond, un peu plus longues, on les gardera pour, la fin, où on a prévu, voilà, un temps d'échange, en tout cas un temps de réponse aux questions. Ce mode assemblée ne vous permet pas de prendre la parole oralement, et d'allumer vos caméras, donc ne vous inquiétez pas. Par contre, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans ce Q&R. Hem, voilà, je pense que c'est tout bon, Fanny. On peut démarrer? C'est bon pour toi? Eh ben, c'est parti. Alors, je hop, me permets de reprendre la main. Du coup, juste pour, vous rappeler, donc nous, Fanny et Sonia, on est coordinatrices nationales du Centre national de ressources et d'appui, des CLSM. On fait partie du CCOMS. Le CCOMS, c'est un service de l'établissement public de santé mentale de Lille Métropole qui est, centre collaborateur de l'OMS. C'est-à-dire qu'on est reconnu par l'OMS comme un centre expert sur les questions de santé mentale, et notre mission, c'est à la fois d'essayer de mettre en application les bonnes pratiques recommandées par l'OMS en matière de santé mentale sur le territoire français, et à l'inverse, faire remonter tous nos travaux de terrain, tout ce qu'on met en place, en France, à l'OMS qui peut éventuellement s'en servir pour, faire des grandes recommandations. Donc on est un des 45 centres collaborateurs dans le monde, à travailler sur, la thématique de la santé mentale. Hem, alors il peut y avoir des petits bugs, informatiques, ne vous inquiétez pas. Nous, en tant que centre collaborateur en tant que, pardon, Centre national de ressources et d'appui des conseils locaux de santé mentale, on a 3 grandes missions qui sont d'accompagner les territoires, à mettre en place des conseils locaux de santé mentale et à faire en sorte qu'ils fonctionnent bien. On a aussi une grande mission, d'animation du réseau, des acteurs qui, font partie des conseils locaux de santé mentale, et enfin, on a une mission de valoriser, les actions, de valoriser les conseils locaux de santé mentale, en France. Notre Centre national de ressources et d'appui au CLSM, il est, soutenu par la Direction générale de la santé et par, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour nos missions nationales, et également par les agences régionales des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, pour, nos 2 missions régionales que nous, venons tout juste de développer. On est également accompagné d'un comité d'orientation stratégique qui est, composé d'acteurs, phares, d'acteurs clés, qui font partie des CLSM, et donc on a dans ce comité d'orientation stratégique des associations nationales, d'élus locaux, de la psychiatrie publique, des personnes concernées, des aidants. On a aussi des coordinateurs de CLSM, et donc ce comité nous accompagne dans nos missions à définir, voilà, les grandes orientations du centre, et aussi à répondre avec nous aux grandes questions qu'on peut se poser sur les, conseils locaux de santé mentale. Les 3 missions, je vous en ai parlé. Donc, comment va se dérouler ce webinaire? Donc on va, comme je vous le disais, vous présenter, tout d'abord le contexte, pourquoi on a créé ce guide et comment on l'a créé. Ensuite, on vous présentera les différentes grandes parties, de ce guide. Suivra un temps de questions, et de partage, voilà, sur les CLSM et ce guide plus globalement. Et puis on a une petite surprise, voilà, qu'on garde précieusement, pour, la toute fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à rester, connectés jusqu'au bout pour, découvrir cette surprise. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Fanny Pastan qui va démarrer avec «Pourquoi ce guide?» Ouais, c'est bon, tu peux passer la slide, si
ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Donc, Fanny Pastan, je travaille en binôme avec Sonia sur la coordination nationale des CLSM. J'attends juste que la bonne slide s'affiche. Parfait. Donc, on a voulu débuter ce webinaire en revenant sur le contexte de création du guide qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'un des premiers constats qui nous a poussé à créer ce document ressource, c'était celui de l'ancienneté de l'instruction nationale de 2016, donc qui était le document cadre en date des conseils locaux de santé mentale. Selon nous et selon de nombreux retours de terrain, cette instruction, elle commençait un peu à dater, elle a presque 10 ans actuellement, et les préconisations qui étaient faites dans ce document concernant les CLSM ne nous semblaient plus forcément toujours adaptées au contexte actuel, et donc en raison de cette ancienneté, imprécision, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de réactualiser un document cadre officiel. On avait aussi remarqué qu'il y avait des écarts importants entre les territoires, donc à la fois entre les territoires locaux, mais aussi entre les différentes régions, dans les modalités de création, de financement et de fonctionnement des conseils locaux de santé mentale. Donc ce document, il avait aussi pour objectif de venir reposer un cadre global pour tout le territoire national. Un troisième constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait de plus en plus de demandes des acteurs de terrain, mais aussi des acteurs institutionnels comme les ARS pour bénéficier d'un document cadre national actualisé. Et enfin, le dernier constat qui nous a poussé à construire ce document, c'est que certaines ARS s'étaient dotées au cours des dernières années de cahiers des charges régionaux qui venaient encadrer la création et le fonctionnement des CLSM. Certaines régions en avaient, d'autres pas, et on s'est dit que pour des raisons d'équité sur tout le territoire national, proposer une sorte de cahier des charges national viendrait outiller et guider les acteurs de terrain. Voilà sur le contexte de création. Et donc pour nous, proposer ce guide national, ça répondait à plusieurs enjeux et plusieurs objectifs. La finalité principale de ce document, c'était vraiment qu'on voulait qu'il contribue à encourager la création de nouveaux CLSM et au-delà de ça, également à venir soutenir le bon fonctionnement des CLSM qui sont déjà actifs aujourd'hui. Et donc, l'objectif général pour atteindre cette finalité, c'était de proposer des préconisations, des conseils pour harmoniser les conditions de mise en œuvre, de déploiement des CLSM sur le territoire. Donc pour cela, on a mis à jour l'instruction de 2016. La DGS reviendra là-dessus dans un instant. Et on a essayé dans ce guide de proposer des préconisations très concrètes sur la base de ce que nous, on considère bien fonctionner à partir de ce qu'on observe sur le terrain au quotidien en accompagnant les CLSM. Le public cible de ce document, c'est toutes les personnes qui s'intéressent au CLSM, donc peu importe votre profession, votre domaine de travail, si vous êtes un habitant, une personne concernée, une ARS, un élu, que vous désirez en savoir plus sur les CLSM, ce guide, il peut largement vous être utile. Mais l'idée, c'était aussi surtout d'accompagner les acteurs qui veulent créer des CLSM ou qui sont déjà impliqués dans un CLSM et qui souhaitent revoir un peu cette implication, est-ce qu'elle correspond aux préconisations nationales, etc. Je vais laisser la main maintenant à la DGS. C'est une slide en trop. Faire précédent. Voilà, parfait. Pascal, je te laisse la main. Merci Fanny. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Pascal Fritsch, médecin de santé publique au bureau de la santé mentale de la Direction générale de la santé. Comme Fanny et Sonia viennent de le dire, on a travaillé avec le CCOMS et tout un groupe très diversifié pour à la fois sortir une nouvelle instruction, un référentiel national et le guide détaillé qui vous est présenté aujourd'hui. Alors, l'instruction, elle aurait dû sortir la semaine dernière. Elle est même sortie pendant quelques heures, mais il y a eu un problème administratif, technique,
Elle avait été signée par Grégory Emery, qui, entre-temps, a quitté ses fonctions de DGS. Donc, il faut refaire un tour de signature. Donc, cette instruction, elle est finalisée, évidemment. Elle va être signée cette semaine et donc, elle paraîtra immédiatement au journal officiel. L'idée de cette instruction, c'est effectivement d'affirmer l'appui de la DGS, du gouvernement, d'envoyer un signal politique fort, surtout dans le contexte de la grande cause nationale 2025 dédiée à la santé mentale, pour une vision participative, territoriale et décloisonnée de la santé mentale à l'initiative des élus. C'est aussi un appel aux ARS afin de les encourager et de les accompagner dans le soutien du développement des conseils locaux de santé mentale, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville, mais pas exclusivement. Ça peut se faire aussi, bien sûr, en milieu rural. Donc, cette instruction, son corps de texte est assez court. Elle parle du contexte, des grandes orientations. Elle mentionne le guide détaillé et puis elle est accompagnée d'un référentiel version très synthétique et d'une autre annexe qui décrit le rôle, enfin les différents rôles des CLSM, PTSM et CPTS, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça va sortir. Et c'est un outil dont on espère que donc c'est à destination des ARS, bien sûr, mais dont elles vont. C'est le fruit d'une large concertation et de beaucoup de discussions avec les ARS et leurs référents. Voilà, merci. Merci Pascal. Alors effectivement, en parlant de méthodologie, pour faire un petit récapitulatif rapide de comment ça s'est passé. Donc comme vous le voyez, on a démarré il y a un certain temps, hein, ça va faire plus d'un an, où on a lancé ce travail, on a monté un groupe de travail intersectoriel avec des acteurs de la psychiatrie, des élus locaux, des ARS, des coordinateurs. Les coordinatrices, des personnes concernées, des aidants, voilà, un gros groupe de travail où on a, comme premier travail, fait une première analyse de tout ce qui pouvait exister comme document, donc des cahiers des charges régionaux mis en place par des ARS, l'instruction de 2016. Et après cette analyse-là, on a organisé des sessions de travail. Donc à chaque session, avec le groupe de travail, on a analysé les grandes catégories, les grandes thématiques qui revenaient dans les documents existants. On a du coup essayé de voir voilà, quels étaient les éléments à garder, qu'est-ce qui était pertinent. On a beaucoup travaillé aussi entre les différentes sessions. Tout le monde a eu un peu des devoirs à faire. Et puis en juillet, on a commencé à rédiger le guide avec Fanny pour pouvoir bah, voilà, proposer un premier contenu qui, voilà, dès le mois d'octobre, a été diffusé à la fois au groupe de travail et à un certain nombre de partenaires et d'acteurs pour pouvoir vraiment relire et faire les modifications. Ces relectures ont été très importantes. On a eu plus de 1000 retours, voilà, principalement de fond, des choses de forme, mais aussi de fond. Donc, ça montre vraiment que ce document, il avait vraiment un intérêt d'exister, mais il avait vraiment voilà, un attrait particulier, en tout cas pour de nombreux acteurs. Et donc, en janvier, février, on a vraiment finalisé le document voilà, qui aujourd'hui a été mis en page graphiquement. Et donc, vous allez découvrir ça tout prochainement. Du coup, je laisse la parole à Fanny. Vas-y. Merci Sonia. Donc voilà le sommaire directement extrait du guide, du document en question qui sera disponible au téléchargement à l'issue de ce webinaire. Donc l'idée, c'est bien sûr pas qu'on vous présente l'entièreté de ce qui est expliqué dans les différentes parties que vous voyez à l'écran. Si le guide fait 80 pages, c'est pour une raison et c'est pas possible de résumer ça en une vingtaine de minutes. En revanche, ce qu'on va faire avec Sonia, c'est qu'on va vous donner un aperçu de toutes les grandes parties que vous voyez ici, en vous expliquant en quelques mots ce que contient cette partie, pourquoi elle nous semblait importante et quels sont les messages clés à retrouver dans chacune de ces parties.
J'attends que ça passe. Désolée pour les petits temps de latence. OK. Alors, la première partie du guide, elle s'appelle cadre de référence. Alors pourquoi ça nous semblait important d'ouvrir le guide non pas sur des préconisations, très concrètes, mais sur un ensemble de documents clés, de documents de référence. La première raison, c'était pour ancrer la légitimité des CLSM en montrant, que ce sont des démarches qui s'inscrivent dans une dynamique, globale portée par des recommandations internationales, des textes nationaux, des orientations stratégiques, politiques, et que ce ne sont pas des démarches, entre guillemets, sorties de notre chapeau, mais qui s'appuient sur tout un socle de référence. Donc la première raison, c'était ce gain de légitimité qui nous semblait indispensable. Et la deuxième raison qui nous a conduit à rédiger cette partie, c'était pour donner à voir une vision d'ensemble de l'histoire des CLSM, des concepts clés, des références fondatrices qui les ont inspirés, pour offrir aux personnes qui liront ce guide un socle commun de compréhension de ce que sont ces démarches. En termes de contenu, ce que vous retrouverez dans cette partie cadre de référence, c'est un résumé très accessible des recommandations internationales, en très grande partie celles de l'OMS en matière de santé mentale. Que dit l'OMS à l'heure actuelle dans ce domaine? On a notamment fait un résumé du dernier rapport mondial de 2022, qui est le dernier grand texte en date de référence. Vous trouverez également une frise chronologique qui retrace les grandes étapes de l'histoire des CLSM à travers des textes clés. Et enfin, on a fait toute une partie, à la demande notamment de certaines ARS, mais aussi des acteurs de terrain, un focus sur la participation des personnes concernées. Donc, dans cette partie cadre de référence, vous trouverez une clarification des termes. Qu'est-ce que c'est quand on dit personnes concernées, usagers, citoyens, citoyennes? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi on fait référence? Vous trouverez aussi un résumé des recommandations internationales, nationales en matière de participation des personnes concernées, et surtout une synthèse des conditions indispensables à mettre en œuvre dans vos CLSM pour que cette participation puisse voir le jour et soit effective. Les messages clés de cette partie, c'est tout d'abord que les CLSM, ils sont portés par une vision internationale. Donc, ils traduisent, ils déclinent à l'échelle locale les recommandations de l'OMS pour une santé mentale qui soit à la fois communautaire, inclusive, fondée sur les droits humains. Le deuxième message clé, c'est que la légitimité des CLSM, elle s'est construite sur le très long terme, de manière progressive. Les premières expérimentations, elles remontent aux années 70, et à l'heure actuelle, les CLSM sont toujours bien identifiés, mentionnés dans les documents cadres stratégiques nationaux en France. Le troisième message, c'est que la participation des personnes concernées, des proches aidants et plus globalement des citoyennes et des citoyens, elle n'est pas accessoire, elle n'est pas symbolique, mais c'est vraiment une condition essentielle pour construire des politiques de santé mentale qui fonctionnent réellement et qui soient justes et adaptées aux besoins des premiers concernés. Et enfin, que pour être effective, cette participation, elle nécessite l'application de conditions concrètes, notamment en termes d'accessibilité, de reconnaissance des savoirs expérientiels, de mise en place d'un climat de confiance dans les CLSM, l'importance de la rétribution aussi de la participation, notamment par l'indemnisation et la rémunération. Donc voilà, c'est en gros ces différents messages que vous retrouverez en parcourant la première partie du guide qui s'appelle cadre de référence. Et je laisse la main à Sonia pour la présentation de la partie suivante. Merci Fanny. Alors le deuxième grand bloc qu'on a inscrit dans ce guide, c'est un bloc autour de la définition, des définitions même, et objectifs des conseils locaux de santé mentale. Pourquoi on a créé cette partie-là? Parce que pour nous, c'était déjà important de clarifier les objectifs des CLSM. On se rend compte sur le terrain que même si dans la première instruction en 2016, les objectifs étaient énoncés, dans de nombreux territoires, on voit vraiment beaucoup de différences de pratiques et de fonctionnement, et des fois des incompréhensions sur ce que devrait faire un CLSM. Est-ce qu'il devrait travailler sur les parcours de soins? Est-ce qu'il devrait uniquement travailler sur la lutte contre la stigmatisation? Donc cette partie en tout cas, elle avait pour objectif vraiment de clarifier clairement et de vraiment cibler au mieux
les orientations du CLSM pour pouvoir, en lien, favoriser vraiment une harmonisation des pratiques et faire en sorte qu'il y ait un impact des CLSM, un impact homogène sur l'ensemble du territoire. Donc dans cette partie-là, vous allez retrouver des fiches objectifs. Donc pour chaque objectif, il y en a 5. On a fait des petites fiches dans lesquelles on va retrouver la définition un peu de la thématique, voilà, la stigmatisation, les parcours de soins, la prévention des troubles psychiques, les déterminants de santé, l'inclusion des personnes concernées par des troubles psychiques. Et donc, il y a la définition, on explique pourquoi c'est un objectif du CLSM, et on donne aussi des exemples d'actions. Donc ces exemples, c'est exhaustif. L'idée, c'est pas de dire au CLSM, faites ça, et de dire, c'est possible de faire ça. C'est plus des actions qu'on a repris, voilà, de retour de terrain, de retour d'expérience. Vous allez aussi trouver un tableau qui reprécise des objectifs opérationnels qui permettent de répondre aux objectifs spécifiques. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces objectifs, ils sont vraiment communs à tous les CLSM. On a également fait un focus sur les commissions de situations complexes. D'ailleurs, j'ai vu que c'était une des premières questions dans ce webinaire, qui est un sujet qui revient énormément dans les questions et qui est un groupe de travail qui est extrêmement présent dans les CLSM. Donc, on a fait un focus là-dessus. Et puis, enfin, on a réalisé aussi un tableau d'aide à la décision pour aider les acteurs à définir le périmètre géographique. Ça, c'est une question qui est centrale, qui n'a pas de réponse figée, puisque cela dépend énormément de plein de facteurs. Et donc l'idée, c'était d'avoir plutôt un tableau où on peut se poser des bonnes questions pour pouvoir trouver le périmètre géographique. Voilà. Du coup, en termes de grands messages clés qu'on voulait donner dans ces recommandations-là, c'est que déjà la démarche CLSM, c'est pas une démarche figée, c'est un espace d'innovation qui est dynamique et qui est évolutif dans le temps, donc qui est en permanence en train de se renouveler, de se réadapter, et qui va réunir tous les acteurs d'un territoire autour d'une finalité commune qui est d'améliorer la santé mentale des habitants du territoire. On a aussi comme grand message clé l'idée que les objectifs spécifiques et opérationnels, comme je vous l'ai dit, ils sont communs à tous les CLSM, mais ils s'adaptent aussi bien sûr en fonction des territoires, en fonction des diagnostics que vous allez faire, en fonction des ressources. On va peut-être parfois prioriser plus un objectif qu'un autre, et on va parfois avoir des méthodes un peu différentes pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Donc ce qui est important, c'est qu'en tout cas, les axes qui vont être choisis pour le CLSM, ils soient définis collectivement, pour être sûr, en tout cas, qu'on répond bien aux priorités du territoire et pas juste aux priorités de quelques acteurs. Un autre grand message clé, c'est que les CLSM, souvent, parfois, on entend les CLSM, ils font des animations, ils font des stands, ils font des séances de sensibilisation. Un CLSM, ça peut produire énormément d'actions qui vont être concrètes et qui surtout vont avoir des formats très diversifiés. Donc bien sûr que dans beaucoup de CLSM, il y a des animations, il y a des formations, il y a aussi des créations de guides, il y a des créations d'outils pédagogiques, il peut y avoir des créations aussi de procédures, de nouveaux process partenariaux de travail. On va être aussi dans le développement partenarial. Vraiment, un CLSM, ça peut produire des actions de plein de formes très différentes. Et puis enfin, un dernier grand message clé pour cette partie-là, c'est la définition du périmètre géographique. Comme je vous le disais aussi avant, ça nécessite une réflexion collective. C'est pas une structure, une institution qui doit définir quel est le meilleur périmètre géographique, mais c'est une réflexion collective qui va prendre en compte les éléments du diagnostic, mais aussi la présence et la disponibilité des ressources existantes du territoire, la configuration du territoire. On ne se pose pas les mêmes questions quand on est sur un territoire urbain, quand on est sur un territoire rural, montagnard, et puis aussi les facilités et praticités de coordination qu'on va avoir sur ce territoire-là. En troisième grand bloc, on a fait on s'est attardé un peu sur la question de la composition et des instances du CLSM. Donc c'est aussi un bloc thématique qui pose souvent beaucoup de questions. On reçoit en tout cas régulièrement, nous, des questions à ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'on avait voulu faire aussi une grosse partie sur ça, notamment pour clarifier la notion de participer au CLSM. Souvent, on nous pose la question: qui participe au CLSM? Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, participer au CLSM? Et ça veut dire plein de choses. L'idée aussi de cette partie, c'était de pouvoir apporter plus de précision sur la composition optimale des instances. Un CLSM, il est composé de 3 grandes instances, un comité
de pilotage, des groupes de travail, une assemblée plénière et donc se pose souvent la question de qui doit être présent, pourquoi et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir préciser ces compositions-là pour être sûr que, ces instances-là atteignent bien leur objectif. Et puis enfin, c'était aussi dans l'idée de favoriser la participation parce qu'en ayant une bonne connaissance et en ayant une bonne clarté de qui doit participer, qui doit être à quelle instance, bah, ça permet aussi de mieux justifier pourquoi c'est important, notamment pour les personnes concernées par des troubles psychiques, bah, d'être présent, dans les différentes instances, des CLSM. Mais ça permet aussi de répondre à des questions, bah, voilà, est-ce que les élus peuvent participer à un groupe de travail? Et la psychiatrie, à quel niveau il se situe? Donc dans ce bloc thématique, on a, aussi, une variété de contenus. On a des apports un peu descriptifs et théoriques sur, les compositions, d'un CLSM. Donc déjà, pardon, la composition minimale d'un CLSM, donc quels sont les acteurs clés, et pourquoi leur présence est indispensable. On a fait aussi un focus sur les notions de membres, partenaires et bénéficiaires. Ça nous semblait important parce qu'on entend souvent, bah, des termes très différents. Et voilà, je vous le redirai après, mais c'était important en tout cas de pouvoir apporter de la clarté sur, c'est quoi un membre, c'est quoi un partenaire, c'est quoi un bénéficiaire. On a aussi fait des fiches pour chaque instance où vous allez retrouver, bah, pour le comité de pilotage, des préconisations sur sa composition et son fonctionnement, et ce pour les 3 instances. Et puis enfin, on a fait un schéma qui permet de voir l'articulation entre les 3 instances et qui montre vraiment qu'elles sont interdépendantes. Ça, c'est important aussi parce que parfois voilà, on voit des CLSM où on a l'impression que ça fonctionne bien, mais chaque instance fonctionne un petit peu dans son coin et l'idée, c'était de montrer vraiment qu'il y a des liens, très forts entre les 3 instances. Et donc du coup, bah, les grands messages qu'on a voulu faire passer dans cette partie-là, c'est, la composition minimale des CLSM. Alors, pour, beaucoup, vous nous avez entendu, parler, du fameux 4 quarts, bah, là maintenant on passe à 5 quarts ou en tout cas, à une autre appellation. Donc le CLSM, il est composé à minima de 5 acteurs clés. On remet, voilà, les acteurs élus locaux, donc le maire ou le président ou présidente de l'intercommunalité, le chef ou la chef de pôle de service de psychiatrie, des personnes concernées par des troubles psychiques, les aidants et le coordonnateur ou coordinatrice qui, eux, vont être présents à chaque instance et l'idée, c'est que ces 5 acteurs clés, ils vont être présents, bah, en fonction si on est sur un copil, peut-être qu'on aura plutôt le maire et si on est sur un groupe de travail, on aura, voilà, un chef de service. L'idée, c'est vraiment, voilà, que ces personnes-là, elles soient présentes, c'est très important. Avec l'idée d'avoir un portage aussi institutionnel fort de la psychiatrie publique et de la collectivité. Sans ça, un CLSM ne peut pas fonctionner et quand on parle de portage institutionnel fort, on parle vraiment de l'idée d'avoir un leadership et d'avoir une implication de ces 2 acteurs, à la création du CLSM, dans le portage, dans la valorisation, s'assurer que le CLSM fonctionne bien, s'assurer aussi, bah, qu'il y ait suffisamment de financement. On revient sur aussi cette, notion comme message clé, cette notion de membre qui pour nous est essentielle pour pouvoir à la fois avoir un sentiment d'appartenance et aussi favoriser une dynamique dans la durée. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de travaux en partenariat, on utilise beaucoup ce terme partenariat, mais parfois quand on est partenaire, bah, on se dit: «OK, on est partenaire, on n'est peut-être pas forcément obligé de venir à cette réunion, de participer à cette action-là». Le fait de se sentir membre du CLSM, bah, on se sent membre d'une dynamique collective et c'est beaucoup plus facile de s'y impliquer sur du long terme. Et puis enfin, comme dernier grand message sur cette partie-là on a voulu vous transmettre, c'est, la notion des instances qui sont interdépendantes, qui ont chacune des objectifs très précis, un fonctionnement qui est en accord avec les principes de l'approche communautaire. Donc voilà, avec l'idée vraiment de reprendre, ces valeurs de démocratie participative, d'horizontalité, de participation, au sein des différentes instances. Genre je perds, mais je crois qu'on est à la 4e ou à la 5e, grande partie thématique, c'est la coordination. Donc cette, partie-là, elle était très importante parce que c'est une partie qui permet, bah, déjà de valoriser le rôle, du coordinateur et le rôle qui est indispensable. S'il y a pas de coordination, il n'y a pas de CLSM. L'idée, c'était aussi de pouvoir, faire en sorte que cette partie, elle permette d'harmoniser les pratiques aussi, puisqu'on observe aujourd'hui que les coordos, ont de nombreuses missions, ont de nombreuses tâches, ont parfois aussi plusieurs casquettes
et on voit des pratiques très variées en fonction des territoires. Donc, l'idée de cette partie, c'est qu'elle puisse harmoniser. Et puis, l'idée aussi de cette partie-là, c'était de pouvoir favoriser des conditions de travail optimales. Donc peut-être venir, questionner, faut se focaliser sur, des questionnements, en tout cas sur des problématiques que peuvent rencontrer les cordeaux pour pouvoir, justement, les limiter, le plus possible. Donc dans cette partie-là, vous allez retrouver, des apports descriptifs sur, les missions de coordination, mais aussi sur, le portage administratif du poste, le portage financier, le lieu de travail, le temps de travail, les compétences recommandées. On a aussi fait des préconisations sur, les enjeux de la coordination pour vraiment essayer de renforcer le rôle et la place du coordonnateur et montrer à quel point, c'est important, d'avoir une bonne coordination et des bonnes conditions de coordination pour qu'un CLSM fonctionne bien. On a fait un focus, particulier sur les points de vigilance. Voilà, on a identifié 3-4 grands points de vigilance, dans le rôle de coordination et puis on a, encore fait un tableau d'aide à la décision, notamment sur la question du temps de coordination, qui est aussi une grande question qu'on nous pose régulièrement. Voilà, quel est le temps, idéal, pour pouvoir, vraiment, faire, fonctionner un conseil local de santé mentale? Et donc comme grand message clé qu'on voulait faire passer, alors ça, on pourra, faire des t-shirts ou le faire tatouer parce que c'est un message qu'on dit souvent: «Le cordeau, c'est pas le CLSM, c'est un des acteurs indispensables pour le bon fonctionnement des CLSM, mais il ne doit pas décider, tout seul, il ne doit pas porter tout seul les enjeux stratégiques, et les enjeux opérationnels du CLSM. Un CLSM, c'est un collectif avant tout». Il y a beaucoup de questions qui doivent être posées et discutées collectivement pour faciliter le travail de coordination. Voilà, quel temps de travail, qui finance le poste, quels outils facilitent la mission, et cetera. Voilà, ça, c'est important que ces questions, elles soient discutées, collectivement pour justement, bien construire ce poste de coordination et faciliter, du coup, par conséquence, son travail de coordination. En grand message aussi, alors, ça c'est certainement quelque chose qui pourra porter à question, mais, nous, en tant que centre ressources, on recommande une coordination à temps plein, au regard des enjeux actuels en matière de santé mentale et dans l'idée que le CLSM sur un territoire, c'est une force de frappe importante. Certes, cette coordination, elle doit être, adaptée en fonction de plein de facteurs, mais voilà, plus on donne du temps de travail à de la coordination, plus on est assuré que le CLSM, peut répondre aux objectifs, qui ont été fixés et aux priorités du territoire. Et puis enfin, comme dernier grand message, voilà, le métier de cordeau fait face à de nombreuses difficultés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu, inscrire dans ce guide-là et que, du coup, ces difficultés, elles nécessitent des attentions particulières et donc elles nécessitent de pouvoir mettre en place, des actions, des formations, des temps d'échange de pratiques, des outils pour, faire en sorte que, le coordonnateur et la coordinatrice, voilà, se sentent moins seuls face à ces difficultés rencontrées. Je laisse ah non, c'est encore moi. C'est bientôt fini, t'inquiète. Dernier grand bloc que je vais vous présenter avant de laisser la main à ma collègue, sur, le suivi d'activité, l'évaluation et la capitalisation. Alors nous, ça nous semblait important qu'on ait une partie, dans ce guide qui, vraiment mette en avant la question de la valorisation des missions et des valeurs du CLSM. Parce que, valoriser, une démarche comme le CLSM, ça permet de conforter sa place et de conforter aussi sa légitimité et donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes qui existent et l'idée, c'est de pouvoir, avec cette partie, voir, comment je peux adapter, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de valoriser, de ce que j'ai envie de mettre en avant, en fonction de ce qu'on me demande, qu'est-ce que je peux utiliser comme, type d'outil? Et l'idée de cette partie aussi, c'était de pouvoir vraiment, montrer l'importance qu'il faut anticiper quand on veut faire de l'évaluation, de la capitalisation ou du suivi d'activité. Il faut anticiper, parce que ça demande des moyens humains, financiers, logistiques pour mener à bien ces différentes activités. Donc en fait, l'idée là de cette partie-là, c'est qu'on voulait pas du tout faire un mini guide, méthodologique sur, l'évaluation, la capitalisation. C'était vraiment de donner des grandes bases et après, il y a beaucoup de guides qui existent, il y a des formations qui existent et on vous invite fortement à vous former. Mais en tout cas, l'idée, c'était on présente, voilà, des apports quand même un peu théoriques et descriptifs sur chaque méthode. Donc voilà, des définitions, les objectifs de chaque méthode, les moyens, de mise en œuvre et puis aussi des préconisations pour pouvoir faciliter le choix de la méthodologie et de son application. Hem
Du coup, comme grand message, ben voilà, il y a plein de méthodes qui existent. Le suivi d'activité, ça permet vraiment de visualiser à un instant T le fonctionnement du CLSM. L'évaluation, ça permet d'analyser plus en profondeur un élément en particulier du CLSM. Et puis la capitalisation, ça permet vraiment de décrypter la dynamique, décrypter des actions pour pouvoir les documenter, les partager et aussi surtout inspirer d'autres territoires. Donc il faut vraiment choisir une méthode en fonction des objectifs. Ça, c'est un premier message clé. Un deuxième grand message, c'était que certaines de ces méthodes, notamment l'évaluation et la capitalisation, ça demande des compétences spécifiques. Et donc il faut s'assurer que les personnes qui sont en charge, de ces méthodes, disposent bien des savoirs et des savoir-faire pour, leur mise en œuvre. Ça, c'est quelque chose où on a insisté parce que, l'évaluation, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé dans les CLSM, c'est beaucoup présent dans des conventions, dans des chartes, dans des conventions financières. C'est jamais très précis. Et parfois, les coordonnateurs ou coordinatrices notamment, se retrouvent, à devoir, faire de l'évaluation, sans forcément avoir les compétences, sans avoir les formations. Donc nous, on a voulu vraiment, faire cette partie-là, insister là-dessus. Et puis, enfin, ça fait partie de la vie, d'une démarche, ça fait partie de la vie, d'une action, ça fait partie de la vie d'un CLSM. Donc ces différentes méthodes de valorisation, elles doivent être bien évidemment, réfléchies collectivement, au sein du comité de pilotage et elles doivent être intégrées de façon très claire dans les fameux documents de référence, donc de façon très précise pour pouvoir faciliter, l'anticipation et la réalisation. Et je passe la main à Fanny. Oui, merci Sonia. Donc on est à l'avant-dernière grande partie de ce guide. Donc on n'a évidemment pas pu éviter de parler de la question des financements qui revient énormément dans nos échanges avec les acteurs impliqués dans les CLSM. Donc pour nous, c'était indispensable d'y dédier une partie à part entière, tout d'abord pour soutenir la pérennité des CLSM. L'idée, c'était de donner des repères au territoire sur les modalités possibles en matière de financement et pourquoi une modalité plutôt qu'une autre. Et ensuite, le deuxième objectif de cette partie, c'était de clarifier les responsabilités et les enjeux liés au financement, donc notamment favoriser une répartition équitable entre les différentes parties prenantes et rappeler ce qu'elles y gagnent, selon nous, en s'impliquant dans le financement du CLSM. Donc dans cette partie spécifiquement, vous trouverez tout d'abord un focus sur les sources de financement existantes, donc qui finance à l'heure actuelle les CLSM et à quelle hauteur. Ensuite, des recommandations très concrètes, notamment en matière de cofinancement, que nous, on encourage très fortement. Cofinancement tripartite entre les ARS, la collectivité et l'hôpital. Et enfin, vous trouverez aussi un tableau de synthèse qui se trouve en annexe du guide, qui liste les bénéfices pour les financeurs et pour les CLSM, et donc des arguments pour nourrir vos argumentaires locaux lorsque vous essayez d'impliquer de nouveaux financeurs dans la boucle. En matière de messages clés, ils arrivent. Tout d'abord, on a tenu à rappeler que lorsqu'on parle de financer un CLSM, ce n'est pas juste financer le poste de coordination. Même si c'est la majorité des cas à l'heure actuelle, pour nous, c'est très important de rappeler que financer un CLSM, que ce soit pour une ARS, pour la collectivité ou pour un hôpital, c'est investir dans une démarche, dans un dispositif stratégique qui va être au service de la santé mentale du territoire. Donc c'est un vrai engagement et choix stratégique. Ensuite, en second message clé, nous, vraiment, ce qu'on préconise, je l'ai un peu abordé, c'est le cofinancement tripartite, qui n'est pas à l'heure actuelle le modèle que l'on retrouve le plus en France. Celui que l'on retrouve le plus, c'est le cofinancement ARS collectivité. Mais dans certains territoires, l'hôpital fait aussi partie des financeurs et nous, on préconise ce modèle-là pour garantir un équilibre et surtout l'engagement partagé et de la stabilité dans le temps de la part de la collectivité, du secteur psychiatrique et de l'ARS. Le financement, selon nous, ne doit pas se limiter au financement de postes de coordination, mais doit aller un peu au-delà de ça pour soutenir
alors c'est pas la bonne slide, je me souviens un petit peu de ce que j'allais dire, mais pas jusqu'à la fin. L'idée du financement, c'est aussi de pouvoir soutenir la participation des personnes concernées, de pouvoir réaliser des projets, parce qu'un projet, certes, il faut le coordonner, mais ça nécessite aussi souvent des moyens propres. Les financements, c'est aussi possible d'intégrer la question de l'évaluation dedans, qui n'est souvent pas gratuite, surtout si on fait appel à des expertes et des experts de l'évaluation. Et enfin, c'est toujours bien d'avoir un petit budget pour le fonctionnement global des frais de bouche, des frais logistiques, de quoi louer des salles, etc. Il y a un budget de communication. Donc voilà, tout ça étant dit, bien sûr, on a en tête le contexte financier restreint dans lequel se trouvent autant les institutions que les collectivités, que les hôpitaux à l'heure actuelle. Donc nous, ce qu'on dit toujours, c'est que les choix financiers, bien sûr, c'est au territoire de les faire en fonction de leurs objectifs et de leurs moyens. Mais en tout cas, dans cette partie, on donne tout de même des repères pour négocier un financement qui nous semble adapté, équitable et surtout adapté aux ambitions des territoires. Parce que beaucoup de territoires ont de grandes ambitions, mais ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre des moyens alignés sur ces ambitions-là. Donc l'idée de ce guide, c'est d'essayer de vous aider à vous repérer dans ces choix qui sont complexes. Et enfin, la dernière partie qui va porter sur l'articulation. L'articulation, pourquoi cette partie? Est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir là-dessus? On a énormément de questions, qui portent depuis quelques années sur la manière dont les CLSM doivent et peuvent s'articuler avec les autres démarches et les autres dispositifs, territoriaux de santé. Donc l'objectif, de cette partie, c'était vraiment d'éviter, les confusions de rôles entre le CLSM et ses autres dispositifs, en clarifiant, sa place, ses spécificités. Et le deuxième objectif, c'était d'outiller les acteurs locaux, mais aussi institutionnels, pour qu'ils construisent des articulations qui soient à la fois pertinentes, mais aussi opérationnelles, sur le terrain et qui soient vraiment au service, d'une plus grande cohérence, en matière de santé et de santé mentale sur les territoires. Donc, ce que vous retrouverez dans cette partie, c'est tout d'abord un cadrage général sur les enjeux d'articulation entre le CLSM et les autres dispositifs. On n'a bien sûr pas listé tous les dispositifs existants, mais ceux pour lesquels on reçoit le plus de questions. Donc, on a bien sûr parlé de l'articulation CLSM-CLS. Il y a pas mal de questions dans le chat à ce sujet. On a aussi parlé de l'articulation CLSM-PTSM. Projets territoriaux de santé mentale, des dispositifs d'appui à la coordination, les DAC et notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, ainsi que des ateliers santé-ville. Donc on a fait une petite sélection des dispositifs sur lesquels on reçoit le plus fréquemment des questions, des interrogations. Vous retrouverez, une fois ce cadrage général fait, des repères méthodologiques avec une série de questions clés à se poser pour construire vos articulations. Encore une fois, il n'existe pas une bonne manière de s'articuler, mais selon nous, il est important de se poser des questions précises qu'on a listées pour être sûr, ou en tout cas minimiser les risques de partir dans une mauvaise direction ou de proposer des articulations qui ne seront pas adaptées, pas opérationnelles, pas stratégiques. Et pour finir, vous retrouverez des exemples concrets d'articulations possibles qui illustrent comment les CLSM vont interagir avec ces autres dispositifs. Et là, on s'est basé sur les retours de terrain qu'on a et là où les territoires nous disent ça fonctionne très bien. Donc, on a essayé de reprendre ces éléments-là. Et donc en termes de messages clés, le premier c'est que, à l'heure actuelle, l'articulation, ce n'est pas une option, c'est une véritable nécessité pour, construire des politiques et des actions, cohérentes, efficaces en matière de santé mentale. Il y a énormément de dispositifs, territoriaux à l'heure actuelle et ne pas vouloir se plonger dans ces questions d'articulation, parce que ça peut sembler fastidieux, et c'est très complexe, c'est selon nous pas une bonne idée parce que ça va forcément entraîner des redondances, des frustrations. Donc voilà, c'est pas une option, c'est une vraie condition pour que les acteurs locaux et institutionnels s'y retrouvent.
Ensuite, le CLSM ne remplace aucun dispositif. L'objectif, c'est vraiment que ce soit une démarche qui va venir compléter, enrichir les dynamiques existantes, à la fois locales, départementales, en apportant une vision intersectorielle, communautaire, participative, qui sont vraiment la signature des CLSM. Réussir une articulation, ça se prépare. Je l'ai un peu abordé, mais selon nous, c'est essentiel de se poser les bonnes questions en termes d'objectifs, de besoins, d'acteurs à impliquer, des ressources dont on dispose et de la gouvernance qu'on souhaite proposer pour construire une coopération solide et durable. Et enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est que chaque territoire est unique. L'articulation, elle doit rester souple, elle doit être contextualisée et surtout, elle doit être évolutive. Et c'était très important pour nous dans ce guide de ne pas arriver en disant c'est cette articulation, c'est cette modalité qu'il faut et pas une autre, parce qu'on sait d'expérience, de par nos échanges avec les acteurs de terrain, que tout dépend du contexte. Donc, c'est très important, même si nous, on propose des préconisations, d'avoir en tête que tout ça reste souple et qu'on est à votre disposition pour discuter aussi de ces questions-là au cas par cas. Et donc, en conclusion, pour faire le lien avec ce que je viens de rappeler, c'est que ce guide, il doit faire l'objet d'une appropriation. Ce n'est pas un texte à appliquer mot pour mot, noir sur blanc, partout pareil, tout le temps. Il est vraiment conçu comme un outil évolutif et adapté à vos contextes. Donc, il donne un cadre, il donne des lignes directives, il donne un cap, mais il n'est pas prescriptif au sens où on vous dirait c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ensuite, on vous invite à le partager dans vos réseaux parce que plus il sera connu, plus il renforcera la culture commune que portent les CLSM. On vous invite à nous contacter si vous avez des questions, s'il y a des parties qui sont moins bien comprises ou si vous vous demandez comment adapter les préconisations de ce guide à votre contexte. Nous, on est vraiment là en soutien pour vous aider à vous l'approprier et surtout vous aider à le penser et à l'appliquer. Et surtout, en dernier mot de la fin, on vous invite à continuer à faire vivre la santé mentale publique, la santé mentale communautaire qui sont portées qui sont portées par les CLSM. Donc voilà, je crois que c'est tout. Sonia, est-ce que tu pensais à autre chose? Ton micro? Ouais, parfait. Ouais, maintenant je pense qu'on est, on est bien. Et la technique, a à peu près suivi. Peut-être avant peut-être que là on arrive au temps de questions, pardon, donc j'ai peut-être oui, Fanny? Remets la slide de téléchargement peut-être? Ouais. Parfait. Du coup, je vais prendre la parole. C'est à ce moment-là que je prends la parole. Bonjour à tous, je suis Maureen Gac, chargée de communication au CCOMS et particulièrement au Centre Ressources CLSM. L'autre nouveauté de ce jour, donc il y a bien sûr la sortie de ce guide, mais pas seulement. Hop, je vais essayer de vous montrer comment accéder à ce guide et vous présenter en même temps le nouveau site du Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Donc, je vous présente donc le nouveau site du Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale qui vient appuyer la sortie de ce guide. Et donc, le voici. Et pour retrouver le guide, il est ici même en téléchargement. Il vous suffit de cliquer dessus et vous tomberez dessus. Hop, il est ici. Je vous invite à le télécharger et à partager le lien. Bon, voilà, il télécharge et il est disponible ici.
Juste pour faire un petit topo sur ce nouveau site internet, je ne sais pas si certains d'entre vous consultaient le précédent, mais en tout cas, ce nouveau vise vraiment à centraliser les ressources existantes sur les CLSM, à faciliter l'accès à l'information pour accompagner la création et le bon fonctionnement des conseils locaux de santé mentale et à améliorer l'ergonomie et l'accessibilité des informations. Donc pour ceci, on l'a divisé en 5 grandes catégories. Qui nous sommes, nous, Centre Ressources CLSM et CSOMS? Que sont les CLSM? Comment ça fonctionne? Pardon. Quelles sont les thématiques qu'ils travaillent? Le lien avec la politique de la ville, la bibliographie, l'historique des CLSM. En pratique, comment on crée un CLSM? Comment on réalise un diagnostic? Comment on anime des instances? Comment on implique les acteurs? Enfin, toutes les questions que vous nous posez au quotidien. Et enfin, un espace ressources et actualités. Donc, dans ressources, vous trouverez ici, par exemple, tous les documents cadres des conseils locaux de santé mentale et actes des événements, de l'histoire des CLSM, etc. Vous retrouvez ici notre guide qui fait l'objet de ce webinaire aujourd'hui, par exemple, et vous pouvez du coup trier ces ressources par sujet. Par exemple, ici, vous avez accès à tous les états des lieux nationaux des conseils locaux de santé mentale, si ça vous intéresse d'aller voir l'évolution de leur structuration. Et enfin, en actualité, les offres d'emploi. Nous partageons les offres de coordo de CLSM qu'on nous partage. Une rubrique actualité. Et enfin, l'agenda des CLSM / de la santé mentale. Pour nous contacter, nous contacter via ces adresses email. Donc pour rappel, hop, ressources, documents et guides. Et ici, vous pouvez retrouver le guide. Il est à vous maintenant. Eh ben, merci beaucoup et on pourra remettre l'URL dans le... Voilà, il y a plein de personnes qui ont remis le lien dans le chat. Merci, merci beaucoup. Et un grand merci, Maureen, pour ce travail de longue haleine pour à la fois le guide, la mise en page, le graphisme, tout le travail en lien avec le graphiste. Voilà, c'est Maureen. Et le site internet, c'est aussi beaucoup Maureen. Donc merci, merci beaucoup. Et donc on est ravis de vous faire ces deux surprises, en tout cas ces deux découvertes aujourd'hui. On a reçu beaucoup de questions dans le chat. Donc en attendant, je vois que le CLSM Navarre-Côte Basque râle parce qu'il n'est pas recensé dans la cartographie. Bon, Maureen, tu pourras aller regarder. On a reçu beaucoup de questions, donc on va déjà répondre aux questions qui ont été posées tout au long de l'échange. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, on sait qu'il y a un décalage entre le moment où vous posez les questions et le moment où on va y répondre, donc ne vous inquiétez pas. On a eu beaucoup de questions sur le portage du CLSM et un peu en lien aussi avec l'articulation, notamment est-ce que le CLSM peut être porté par une association? Est-ce qu'il peut être porté par une CPTS? C'est quoi l'articulation avec le CLS? Alors on va essayer de répondre de façon synthétique à chaque fois. Est-ce qu'un hôpital est un prérequis pour mettre en place un CLSM sur un territoire? Nous, les recommandations qu'on fait, ce sont des constats qu'on fait aussi de terrain. Nous, ce qu'on a constaté quand même, c'est qu'un conseil local de santé mentale, quand c'est porté par une collectivité et un hôpital, parce que parfois ils sont portés à 100% par la collectivité ou 100% par l'hôpital, c'est quand même un gage qui garantit un fonctionnement à peu près optimal du CLSM. Pourquoi? Parce que l'implication de la collectivité, ça permet de faire en sorte que le CLSM s'inscrive vraiment dans les politiques publiques de la collectivité et donc on puisse vraiment avoir une action, pas une action uniquement sur la question du soin et des parcours de soins, mais aussi sur une action sur les déterminants. Et que la collectivité, du coup, peut agir sur la santé mentale quand elle travaille l'urbanisme, quand elle travaille l'éducation, la jeunesse, quand elle travaille le logement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il y a des politiques locales, il y a des politiques publiques, et le fait d'intégrer la notion et la question de santé mentale et les enjeux de santé mentale dans ces politiques publiques, c'est vraiment important. La
participation et la place de l'hôpital et notamment de la psychiatrie, bah, elle est très importante, même si effectivement, la santé mentale n'est pas et ne peut pas être portée uniquement, par, la psychiatrie. Bah, la psychiatrie, elle est quand même impliquée puisque c'est, des acteurs, du soin qui permettent de prendre en charge les personnes, qui sont concernées par des troubles psychiques, par de la souffrance psychique. Et la participation de la psychiatrie, ça permet aussi de mettre en avant, le vécu et l'expérience des personnes concernées par des troubles psychiques et de leurs proches et que ces vécus et ces enjeux, bah, parfois, peuvent passer, un peu à la trappe ou en tout cas, passer inaperçus quand on veut essayer de mettre en place des actions et donc bah, leur présence, elle est essentielle pour être sûr que ce qu'on met en place, ça puisse vraiment répondre, à leurs besoins. On a des CLSM, hein, qui fonctionnent sur un modèle associatif. Nous, encore une fois, voilà, ou qui vont être initiés par des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Nous, ce qu'on recommande encore une fois, c'est que la composition minimale qu'on vous a présentée tout à l'heure, elle soit présente. C'est-à-dire que si c'est porté par une association, mais qu'il y a un portage fort de la collectivité, des élus locaux, des acteurs de la psychiatrie, des personnes concernées, des aidants, pourquoi pas? Si c'est un modèle, qui fonctionne, si c'est un modèle financier qui fonctionne, c'est comme pour la question, sur le portage par les CPTS. Peut-être que Fanny, tu veux répondre sur la question du contrat local de santé, l'articulation? C'était ton bloc. Merci pour cette question, simple et rapide. Oui, l'articulation, contrat local de santé, donc CLS et conseil local de santé mentale, CLSM, je pense que c'est celle qui a eu le plus de j'aime, dans celles qui ont été posées et c'est, probablement l'une des questions qui revient, le plus ces derniers mois. Ça n'a pas été simple pour nous, de nous positionner sur cette question. On y a beaucoup réfléchi, on a beaucoup échangé avec les acteurs de terrain et les ARS avant, de trouver un discours, une réponse qui nous semblait, satisfaisante. Ce qu'on dit, nous, à l'heure actuelle, sur, l'articulation CLS-CLSM, c'est tout d'abord que le plus important, c'est que la santé mentale soit traitée par le territoire. Donc ça, c'est vraiment la priorité numéro 1, que la santé mentale soit une priorité de la collectivité et que le secteur psychiatrique soit en lien avec le territoire pour travailler ces questions. Une fois que la santé mentale est considérée comme une priorité et est travaillée par le territoire, plusieurs outils peuvent permettre de travailler cette question. Le CLS est un outil qui permet de travailler la santé mentale. Vous le savez, depuis 2022, la loi 3DS a rendu obligatoire le fait pour les CLS de travailler la santé mentale dans un volet santé mentale. Donc, c'est un outil qui permet de travailler ça. Maintenant, nous, on considère, que le CLSM, c'est un outil, plus intéressant, supplémentaire, qui amène, des moyens et une force de frappe plus importante pour travailler ces questions. Donc déjà, pour reclarifier ce premier point, si le CLS travaille la santé mentale sur le territoire, c'est déjà très bien. S'il y a un CLSM pour le faire, c'est mieux. Pourquoi on considère que c'est mieux si un CLSM est en appui du CLS pour travailler ces questions-là? Bah, tout d'abord parce que c'est un outil qui est dédié spécifiquement à la santé mentale. Donc avoir un CLSM, ça veut dire avoir un temps de coordination dédié à ces questions. Ça veut dire avoir un réseau expert sur ces questions parce que le secteur psychiatrique est fortement impliqué dans le dispositif, parce que des personnes concernées par des troubles psychiques sont présentes, des proches aidants, etc. Et tout simplement, bah, c'est avoir un dispositif qui est vraiment, la déclinaison des recommandations nationales, internationales en matière de santé mentale à l'œuvre sur le territoire. Donc nous, c'est ça qu'on dit au territoire maintenant qui nous pose la question, c'est les bénéfices supplémentaires que représente selon nous le CLSM. En termes de moyens, sachant qu'à l'heure actuelle, pour beaucoup de territoires, la santé mentale, c'est la priorité, de santé ou en tout cas, c'est dans le top, le podium des priorités et des besoins les plus prégnants. Donc c'est pas, entre guillemets, «du luxe» d'avoir un dispositif qui va se consacrer intégralement, à ces questions-là. Maintenant, une fois que la question, de OK, un CLSM, c'est une force de frappe supplémentaire, on part sur un CLSM en plus du CLS pour travailler la santé mentale. Selon nous, c'est indispensable que CLS et CLSM collaborent étroitement.
sur le territoire, donc c'est-à-dire qu'ils partagent les constats qu'ils font en termes de diagnostic, c'est-à-dire qu'ils mettent en commun leur feuille de route stratégique pour s'assurer que l'ensemble des besoins répertoriés sur le territoire soient bien adressés. Et c'est aussi bien faire travailler en lien les personnes en charge de la coordination. Donc s'assurer que les personnes se connaissent, savent ce qui est mené en termes d'action et puissent éventuellement aussi se répartir les tâches et les domaines prioritaires de travail. Donc je ne sais pas, Sonia, si tu penses à autre chose sur la coordination CLS-CLSM. Non, ça me paraît assez complet, l'articulation. C'est un gros Peut-être, sujet, hein. vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y. J'allais juste ajouter, et ça fait le lien avec une autre question que j'ai vue passer dans le chat. Je vois venir la question, est-ce que c'est forcément deux personnes distinctes qui doivent coordonner CLS et CLSM? À l'heure actuelle, sur beaucoup de territoires, c'est une même personne qui coordonne ces deux dispositifs, donc qui passe par exemple 50% sur le CLS, 50% sur le CLSM. C'est une possibilité, ça existe dans plein d'endroits. Encore une fois, tout dépend toujours des ambitions qu'on a sur le territoire, des besoins qui sont repérés et de ce qu'on souhaite faire de ces démarches. Si les ambitions sont très hautes, que les besoins sont très forts, sûrement que d'avoir une personne seulement à mi-temps, ce ne sera pas suffisant. Après, si on ne peut pas faire autrement, c'est aussi possible, entre guillemets, de revoir ses ambitions à la baisse ou de prioriser les domaines de travail du CLSM pour que ça fonctionne avec une personne à mi-temps. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez faire de cette démarche et cette question du temps plein, même en dehors de la question du CLS, elle est essentielle à se poser sous cet angle-là. Voilà. Excuse-moi Sonia, tu peux reprendre. Non, non, pas de souci, mais c'est une question centrale et qui est posée en permanence et qui se pose en permanence et pas que par nous. Non, je constate dans le chat qu'il y a pas mal de questions aussi autour un peu des moyens pour les CLSM et notamment sur la question des financements. Très rapidement, nous, effectivement, on recommande, comme c'est le cas maintenant aujourd'hui, dans beaucoup de dispositifs, mais des cofinancements et une répartition des financements. Actuellement, les CLSM sont majoritairement financés par l'ARS et la collectivité. Et on a parfois l'hôpital aussi qui apporte un financement. Parfois, c'est juste l'ARS, parfois, c'est juste la collectivité. On va pas rentrer trop loin dans le sujet parce que de toute façon, c'est un sujet sur lequel on travaille. On travaille beaucoup avec les ARS notamment et avec les partenaires pour justement essayer de mieux répondre à cette question qui, vous vous en doutez, est assez complexe au regard du contexte actuel, puisqu'il n'y a pas de financement dédié pour les conseils locaux de santé mentale et on rappelle que ça reste un dispositif qui n'est pas obligatoire, même s'il y a une instruction, même s'il est présent dans la feuille de route du gouvernement santé mentale et psychiatrie. C'est un dispositif qui est recommandé et qui se crée à la volonté des acteurs des territoires. Donc ce qui est important en tout cas, c'est que sur la question du financement, comme l'a dit Fanny, on voit qu'on a beaucoup de financements malgré tout qui sont balisés pour le poste de coordination. Alors la question, je crois que c'est en moyenne pour un poste à temps plein, on est autour de 60 000 €, parce que c'est une question qui était posée dans le chat. Ça dépend aussi des territoires et des financeurs. Mais ça reste un financement d'un poste de coordination. Or, on voit que pour mettre en place des projets et des actions sur les territoires, il faut d'autres types de financements qui souvent passent par des financements via des appels à projets. Donc c'est une question qui est complexe. La question aussi de la participation des personnes concernées, de la rétribution, parce que ça, c'est une question aussi qui a été posée. C'est quelque chose qu'on aborde aussi un petit peu dans le guide, mais qui est aussi aujourd'hui dans les recommandations, effectivement, de favoriser la rétribution des personnes concernées par des troubles psychiques qui sont impliquées dans les CLSM. C'est un sujet que nous, on aborde beaucoup. On l'a abordé et on le recommande, en tout cas, nous, au niveau du Centre national des ressources, de pouvoir à la fois prévoir peut-être la prise en charge de frais, mais aussi, finalement, le financement ou la rétribution de la participation parce qu'on sait que c'est quelque chose aussi qui peut faciliter, la participation, contribuer au rétablissement des personnes et en tout cas les reconnaître comme vraiment des parties prenantes, importantes des CLSM. Je ne sais pas si là-dessus tu veux compléter sur la partie financement? C'est un sujet, on pourrait faire un webinaire, dédié à ça. Du coup, il y avait aussi quelques questions sur les cellules de cas complexes.
notamment si on avait prévu de faire des fiches sur les cellules de cas complexes et pourquoi les cellules de cas complexes n'étaient pas présentes dans l'instruction, j'imagine, en tout cas dans l'instruction de 2016. Alors, on a un guide, hein, peut-être qu'on pourra le remettre éventuellement dans le chat s'il est en ligne sur le nouveau site, mais on a créé un guide qui remonte effectivement un certain temps sur les cellules de cas complexes. C'est un guide de recommandation pour que les CLSM puissent créer ce groupe de travail qui est assez spécifique dans des bonnes conditions. Il est peut-être pas présent dans l'instruction parce que pour nous, c'est un groupe de travail qui est certes très important, mais qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, comme je le disais, un CLSM, c'est pas obligatoire. Les cellules de cas complexes, parfois sur certains territoires, il y a déjà des dispositifs existants qui répondent aux objectifs des cellules de cas complexes. Donc ça sert à rien de créer une nouvelle cellule de cas complexes. Nous, ce qu'on recommande, c'est que déjà de faire une analyse sur le territoire, une analyse des besoins, pour savoir si ce type de dispositif, il faut le créer, si ce type de groupe de travail, il faut le créer. Est-ce que c'est forcément le CLSM qui doit le porter? Parfois, c'est le cas, parfois, c'est pas le cas. Surtout, comment on va construire un dispositif qui n'est pas juste un dispositif pour essayer de trouver des solutions à des problématiques liées à des personnes, mais qui est aussi un dispositif qui va permettre de trouver des solutions par rapport à des pratiques professionnelles, puisqu'on se rend compte que souvent les situations sont complexes, pas tant du fait de la complexité liée à la personne, même si c'est souvent des problématiques multiples et complexes, mais c'est souvent complexe aussi parce qu'on n'a pas forcément toujours les réponses sur le terrain, on n'a pas forcément toujours les outils, on travaille forcément toujours ensemble. Et donc parfois les solutions, elles sont à chercher à ce niveau-là. Donc nous, on fait pas mal de recommandations, on a fait un focus là-dessus dans le guide. Dans le guide qu'on vient de sortir, mais on a également un guide spécifique sur ce sujet-là. Et au sein du réseau des coordos, on a créé un groupe de travail autogéré par les coordos sur cette question des cellules de cas complexes. Donc c'est vraiment un sujet qui est bien abordé. Moi, j'avais vu d'autres questions, Fanny, mais si tu... Je les regarde au fur et à mesure. Alors, il y avait une question sur peut-être la création d'un document ressource qui viendrait éclairer toutes les articulations possibles de tous les dispositifs. On n'en est pas là. Clairement, déjà, de proposer un guide ressources sur l'articulation des principaux dispositifs, notamment CLS, PTSM, c'était notre objectif. Après, si quelqu'un veut se lancer dans un guide exhaustif de toutes les articulations possibles, on sera fortement preneuse. Mais c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. J'avais vu des questions sur l'échelle territoriale, une Ouais. question sur est-ce que le CLSM peut être à l'échelle départementale notamment. On ne le préconise pas. À l'heure actuelle, les projets territoriaux de santé mentale sont souvent déployés à l'échelle départementale. Donc, c'est ce dispositif qui couvre cette échelle. Dans Conseil local de santé mentale, il y a vraiment cette notion de local qui doit favoriser l'interconnaissance, qui doit répondre à des besoins précis d'un territoire concret. Donc, local, c'est vaste comme question, mais souvent, quand on arrive à l'échelle du département, c'est déjà un peu trop large. Ceci étant dit, il y a quelques CLSM en France, notamment sur des territoires très ruraux, qui couvrent quasiment un département. Mais ce n'est pas du tout la majorité des cas, ni ce qu'on préconise. Il y avait aussi des questions, alors peut-être un peu plus de fond, mais qui sont toujours intéressantes, parce qu'on a parlé de la thématique santé mentale publique, donc il y avait quelqu'un qui posait la question, mais du coup, quid de la place du privé quand on parle de santé mentale publique? Et peut-être ça, on rejoint un peu le contexte, ça rejoint un peu des questions plus de contexte sur aussi comment les CLSM font de la santé mentale publique, et puis comment les CLSM peuvent arriver à mobiliser le secteur de la psychiatrie qui est en grande difficulté aujourd'hui. Alors déjà, quand on parle de santé mentale publique, bien évidemment, enfin, on le rattache au terme de santé publique. Pour nous, la santé mentale, c'est une question de santé publique, c'est une question de problématique de santé publique, et c'est une question qui doit être du coup abordée selon les principes et les valeurs de la promotion de la santé, telle que ça a été défini par la Charte d'Ottawa, qui recommande d'agir sur les déterminants, de développer les compétences individuelles, de créer des politiques favorables à la santé. Et donc, quand on parle de santé mentale publique, l'idée, c'est pas d'exclure les acteurs du privé, puisque en tant qu'acteur du privé, en tant que professionnel libéral, on peut bien évidemment s'inscrire dans une dynamique pour promouvoir et pour prendre en charge la santé publique
tout cas la santé telle qu'on l'appelle, la santé publique, dans un territoire. La question de la participation des professionnels libéraux, des acteurs privés, c'est une question qui revient régulièrement dans les CLSM. Encore une fois, elle est encouragée pour justement effectivement faire en sorte que sur, un territoire, il y ait, une sorte de logique, en tout cas harmonieuse, entre les différents acteurs, que la santé mentale qui est une thématique qui est portée par beaucoup de valeurs, bah, elle puisse être travaillée, de façon adéquate et que tout le monde, même si on a tous des outils différents, on va vers les mêmes principes et les mêmes valeurs qui sont, voilà, d'être dans une approche, globale de la santé mentale, d'être dans une approche, positive de la santé mentale, d'être dans une approche, par les déterminants et cetera et d'être dans une approche, en lien, avec la lutte contre la stigmatisation, d'être dans une approche qui va favoriser le rétablissement et c'est important que du coup tous les acteurs d'un même territoire, bah, partagent cette culture commune. Alors on sera, jamais, on n'aura jamais tous et toutes la même culture commune, mais un CLSM peut justement faire ça. Il peut rassembler les acteurs du public, les acteurs du privé pour développer cette culture commune autour de la santé mentale et du coup faire en sorte que les actions, les projets qui sont mis en place, bah, se contradisent pas, en tout cas, soient cohérents avec, bah, les valeurs qui sont portées aujourd'hui, par l'OMS, mais pas que, en matière de santé mentale. Sur la question de la participation de la psychiatrie, on va pas rentrer, dans le sujet ou dans le débat aujourd'hui non plus, mais nous, ce qu'on recommande, en tout cas ce qu'on dit, puisqu'on le constate aussi, on est confronté aussi à cette problématique-là, c'est que l'intérêt, même si, sur les territoires c'est très compliqué et c'est autant compliqué, aujourd'hui dans les territoires, ruraux que dans les territoires urbains, c'est que justement l'intérêt, d'avoir, des acteurs de la psychiatrie présents dans les CLSM permet de faire face à, ces problématiques et ces difficultés actuellement rencontrées, dans les territoires. Nous, on constate beaucoup d'acteurs qui nous disent: «Mais en fait, on se sent seul, nous, au sein de notre service, au sein de notre secteur, au sein de notre hôpital, on est confronté à énormément de problématiques» et on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de problématiques qui, certes, vont pas disparaître du jour au lendemain, mais qui pourraient être travaillées en amont ou en tout cas travaillées différemment avec d'autres acteurs et des acteurs de la ville et donc même si ça reste très compliqué, bah, de participer à une démarche CLSM, le fait d'y participer, ça permet du coup, bah, parfois de se sentir moins seul et de pouvoir trouver des solutions à des situations qu'on rencontre sur le territoire. Et c'est pour ça que les acteurs de la psychiatrie sont souvent représentés à différents niveaux. On peut avoir, le chef de pôle, la chef de pôle qui sera présent au COPIL, mais dans les groupes de travail, par exemple, on va retrouver, des infirmiers, on va retrouver des cadres, on va retrouver des psychologues, on va retrouver, bah, plein d'acteurs, plein de membres en fait, des différents services de la psychiatrie pour pouvoir, justement, bah, voilà, agir collectivement. C'est pas magique, et le CLSM a pas vocation d'être magique et le CLSM peut pas répondre aux différentes problématiques actuelles. Voilà, il y a beaucoup d'urgences aujourd'hui et beaucoup de difficultés, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on constate et on constate des territoires où la psychiatrie est en très grande souffrance et en très grande difficulté et ils sont quand même présents. Lors de notre dernier état des lieux qu'on avait fait il y a 2 ou 3 ans, on avait constaté, quand on avait posé la question au CLSM: «Est-ce que, les acteurs de la psychiatrie sont présents?» Ils étaient, à plus de 95 à nous répondre: «Oui, ils sont présents», malgré les difficultés, rencontrées sur le terrain. Si tu veux je sais pas si tu veux compléter, Fanny? Bah, sur cette question de la psychiatrie, sur notre, site internet, on a un article sur l'implication des acteurs clés dans les CLSM qui redonne les grands arguments, les raisons d'être de cette participation et donc il y a une partie sur, l'implication de la psychiatrie si vous voulez, plus d'infos et aussi si vous voulez plus d'infos sur les questions de santé mentale publique, donc sachant que c'est un concept qui est émergent en France, il y aura un grand congrès dédié à cette thématique en novembre, notamment coporté par le CCOMS de Lille, avec la Société française de santé publique. Si vous allez sur notre site internet, c'est sûrement à l'agenda des événements. Si vous voulez voir, les dates, donc c'est début novembre, ça dure 3 jours et les CLSM seront à l'honneur, de ce congrès sur la santé mentale publique. Donc n'hésitez pas, on va peut-être remettre le lien dans le chat d'ailleurs, à aller y jeter un œil. Je voulais répondre à la question parce qu'il y a eu pas mal de j'aime sur celle-ci, sur les liens entre CLSM, PTSM et notamment les relations de travail entre les coordinations, nationales. Donc nous, CCOMS, Centre, national de ressources et d'appui au CLSM, on assure la coordination nationale des CLSM et les projets territoriaux de santé mentale, si je ne me trompe pas, ils sont coordonnés au national par, l'AGE
l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale, qui est l'ANAP. Donc on est en lien avec eux sur les questions de coordination nationale. On a participé à plusieurs réunions de travail avec eux où on répond aux questions des PTSM sur les CLSM et inversement. Et on est aussi très en lien au niveau du ministère avec la délégation ministérielle et santé mentale qui gère aussi le déploiement des PTSM au niveau national. Donc on est très en lien, notamment au moment où on rédigeait ce guide national, une instruction sur les PTSM est sortie et la délégation ministérielle nous a consultés pour qu'on s'assure ensemble que les préconisations faites dans cette instruction PTSM étaient en accord avec ce qu'on préconise nous dans notre guide. Donc on a des bonnes relations de travail. Merci, merci de poser la question. Il y avait une Sonia, autre, vas-y, Sonia. ouais, il y avait une autre question qui est revenue là sur est-ce que ce guide sera disponible en FALC, donc en facile à lire et à comprendre, c'est prévu. Alors, ça sera pas forcément là pour tout de suite dans la foulée, mais on a prévu effectivement déjà au niveau de l'instruction qui a été présentée tout à l'heure. Donc il y a un référentiel, c'est-à-dire qu'il y a une version synthétique de 7 pages, je crois, de ce guide qui sera jointe à l'instruction, donc qui permet déjà d'avoir nos principales préconisations et recommandations, voilà, dans un document synthétique. Mais voilà, on réfléchit à sa mise en FALC, effectivement, pour faciliter l'appropriation de ce guide par le plus grand nombre. Je continue de descendre dans les questions. Du coup, j'ai pas accès aux dernières, Sonia, parce que je remonte toute la liste. Donc, si tu veux regarder les plus récentes. Ou revoir ce webinaire. Donc, on vous rappelle que ce webinaire, on l'a mis à plusieurs reprises dans le chat. Il y a un replay qui sera disponible. Il sera en ligne sur le site internet. Donc, vous pourrez revoir tout le déroulé de ce webinaire dans le replay. Ouais, je reviens juste rapidement peut-être sur parce qu'il y a de nouveau des questions sur la présence des professionnels libéraux, parce que c'est vrai que ça, c'est une question qui se pose beaucoup. Qui fait-on participer dans un CLSM quand ce sont des individus? C'est vrai que nous, on recommande beaucoup on recommande beaucoup l'idée que c'est une structure ou une institution qui est représentée. Quand un élu vient, il représente sa collectivité. Quand une personne concernée qui fait partie d'une association, elle représente son association. C'est important pour que les structures s'engagent, pour éviter que justement ces CLSM ils soient que dépendants de personnes. Quand c'est des personnes qui s'investissent et pas toute la structure, bah, le jour où les personnes s'en vont, la dynamique du CLSM, clairement, elle prend cher, enfin, elle en prend un coup. Et donc du coup, déjà globalement sur cette question-là, pour nous, c'est important en tout cas que ce soit des structures ou des institutions qui soient représentées. Quand c'est des habitants, on a dans des CLSM des associations de quartier, des conseils citoyens. Sur la question des professionnels libéraux, alors c'est vrai qu'il y a des collectifs qui sont montés sur des territoires. Ça peut être des collectifs, par exemple, qui se retrouvent au sein de maisons de santé pluridisciplinaires. Ça va être les collectifs dans le cadre des CPTS. Mais c'est une vraie question. Alors, on n'a pas la réponse là toute faite sur la question de la représentativité. Effectivement, on nous questionne toujours sur, voilà, il y a des... Là, j'ai un coach bien-être qui veut participer au CLSM. Est-ce que je le fais participer? Encore une fois, je reviens sur la question de à quel niveau, à quelle instance on fait participer les gens. Quand je vous parle de comité de pilotage, le pilotage, c'est une instance stratégique qui va définir les orientations du CLSM. Et les orientations en fonction des priorités identifiées dans un diagnostic. Donc, il faut déjà se poser la question, si on veut définir des grandes orientations, est-ce que la place des professionnels libéraux, par exemple, elle est pertinente ou pas? Il y a certains territoires qui vont nous dire oui, c'est hyper pertinent parce qu'ils sont très nombreux, parce on a plus de professionnels libéraux, que ça marche mieux que dans le public, etc., etc. D'autres territoires qui vont nous dire non. Donc déjà, il y a cette question à se poser, et que dans la mesure où on veut définir des grandes orientations stratégiques, on peut légitimement penser que une CPTS, la coordination du CPTS, va être peut-être plus pertinente qu'effectivement un professionnel lambda, voilà, qu'on connaît, qu'on trouve sympa. Dans les groupes de travail, donc les instances plus opérationnelles, là, la question, elle va se poser peut-être un peu différemment. C'est-à-dire que là, on veut, des personnes qui sont là pour leurs compétences. Donc on peut, avoir, besoin de compétences pour monter un projet, pour, voilà, définir, la méthodologie d'une action, et puis on peut avoir avoir besoin de compétences pour animer le projet.
animer le projet. Si vous avez prévu, de faire, une marche, voilà, dans le territoire, peut-être que vous allez faire appel à tel ou tel, un guide, à quelqu'un qui est à son compte. Ce qui est important, c'est de poser la question, est-ce que la personne elle a les compétences? Est-ce que la personne elle est pertinente par rapport à ce qu'on lui demande? Est-ce que la personne elle est consciente des et elle est en accord avec les valeurs, qui sont portées par les CLSM? Et donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent être, calibrées. C'est-à-dire que, si on connaît, pas vraiment la personne ou si on la connaît, on peut se poser, voilà, faire un rendez-vous et se dire: «OK, je vous présente le CLSM, voici les valeurs qui sont portées, voici ce qu'on défend comme approche. Est-ce que vous êtes en accord avec ça?» Pour s'assurer que le professionnel qui va intervenir, par exemple dans l'animation, il ait des messages qui soient cohérents par rapport à ces valeurs-là. Mais c'est une question qui est effectivement complexe, qui est éthique, comme ça a été dit et donc voilà, ça prend pas 2 minutes pour y répondre, mais comme tout ce qui concerne, les CLSM, globalement. Hem, alors il y a une question, je vois qu'il est 15h 24. On va en prendre encore peut-être 2-3 max et puis après on conclura. Une question sur, comment peut-on disposer, de listes de patients ressources pour intégrer les CLSM? Alors nous, on utilise, c'est une question de sémantique, mais on utilise davantage le terme de personnes concernées par des troubles psychiques, qui est plus large que patients ressources, qui est une catégorie, assez spécifique. Il n'y a pas de liste qui existe où vous pourriez aller sur un site national des personnes concernées ou des patients experts, où vous pourriez trouver par territoire et les contacter pour participer au CLSM. Trouver des personnes concernées par des troubles psychiques intéressées, pour, participer à la démarche, c'est un travail qui prend du temps quand on veut bien le faire. C'est des rencontres, qui doivent s'effectuer, donc c'est pas automatique. Il y a plusieurs moyens, qui permettent, de rencontrer des personnes concernées potentiellement intéressées par ce type de travail collectif. Tout d'abord, c'est de passer par les associations, locales ou départementales de votre territoire. Je pense notamment aux groupes d'entraide mutuelle, les GEM, ou alors, à l'UNAFAM, qui est une association de proches aidants pour le coup. Mais c'est bien de ne pas se cantonner à ces associations. On a rédigé un guide entier, sur, comment, mettre en œuvre la participation des personnes concernées, par des troubles psychiques dans les CLSM et on a fait tout un chapitre sur justement comment trouver, des personnes concernées et on insiste beaucoup sur l'importance d'aller aux événements locaux, dans lesquels des personnes concernées peuvent être investies, mais aussi de mettre des flyers et de la communication dans les lieux de soins. Par exemple, dans le CMP, dans le centre médico-psychologique local ou à l'hôpital de jour, en expliquant ce qu'est un CLSM et en expliquant pourquoi, en tant que personne concernée par un trouble psychique, je peux être légitime à m'impliquer dans ce type de démarche. Donc n'hésitez pas à consulter notre guide, on peut aussi en rediscuter si vous voulez nous faire un mail avec des questions, mais l'essentiel, c'est d'aller à la rencontre, de ces personnes et des lieux dans lesquels, elles peuvent, être investies et surtout de bien communiquer publiquement sur le CLSM, tant sur les réseaux que, dans le territoire. Est-ce que tu as vu passer d'autres questions? Et non, je regarde, Ouais, comment motiver l'hôpital à financer le CLSM? Ça recroise beaucoup d'arguments sur lesquels Sonia est revenue et surtout dans le guide, encore une fois, on a fait un tableau qui résume les principaux bénéfices à financer, cofinancer un CLSM, qu'on soit collectivité, hôpital ou ARS, donc c'est des éléments que vous pouvez aller mobiliser. Et encore une fois, sur notre site, il y a un article sur, comment mobiliser, faire participer, ces partenaires-là. Donc en relisant les arguments, ça peut vous donner, de quoi construire aussi, un petit plaidoyer local pour montrer à l'hôpital, à la psychiatrie qu'elle a à gagner en s'impliquant, financièrement, et au-delà dans un CLSM.
Ouais, peut-être pour terminer, parce que ça, c'est un sujet aussi qui a été pas mal abordé dans le chat, parce que je vois là qu'il y a des partages sur des associations de pères aidants, etc. Encore une fois, sur la question de la participation, il y avait quelqu'un qui posait une question sur est-ce que les personnes qui ont fait les formations PSSM peuvent participer au CLSM. En fait, tout le monde peut agir dans un CLSM. Il y a plein de niveaux d'action différents. Ce qui est important, c'est que si vous êtes, vous, intéressé pour participer à un CLSM, bah déjà, identifiez si vous avez un ou plusieurs CLSM sur votre territoire et prenez contact avec le coordonnateur ou la coordinatrice pour pouvoir voir bah, justement dans quelle mesure vous pourriez vous impliquer, notamment au titre de votre association ou autour de votre structure. Mais il n'y a pas de, il n'y a pas de contre-indication, en tout cas à prendre contact et à voir comment on peut s'impliquer. Mais nous, on recommande la participation de plus grand nombre, on recommande la participation citoyenne et vraiment la participation des habitants aussi, qui sont souvent moins présents dans les CLSM, pour justement, encore une fois, être vraiment dans cette approche collective. C'est pas simple la participation, nous on a fait un guide, on a fait des guides aussi de recommandations sur la participation des personnes concernées, sur la participation des élus. C'est un sujet qui est aussi largement travaillé par d'autres acteurs de la santé publique. Mais bah, c'est un travail, c'est un travail, qui prend du temps, mais qui est nécessaire en tout cas si on veut être vraiment dans ces recommandations aussi, et ça, c'est des recommandations nationales et internationales sur le développement de l'action communautaire, même si c'est un terme qui fait, parfois un peu peur aujourd'hui ou qui questionne. Vraiment, ça a été prouvé, ça a été montré que l'action communautaire, l'approche communautaire en santé publique, c'était une approche qui était vraiment, particulièrement efficace, dans les territoires, précaires, dans les territoires de la politique de la ville, dans les territoires ruraux, d'avoir des démarches de participation, de faire participer les personnes, d'être dans des démarches d'aller vers, et ça, c'est vraiment voilà, ce qui est défendu par les CLSM, donc faut pas se restreindre, mais il faut se poser les bonnes questions quand on veut participer ou quand on veut faire participer, certains acteurs. Bah, OK, à quel niveau stratégique, opérationnel, on va pouvoir l'impliquer? Il est 15h30, donc on vous propose de conclure. Encore un grand merci à toutes et tous de vous être connectés. Et n'oubliez pas que le centre ressources reste à votre disposition en cas de questions, besoin d'échanges. Vous pouvez tout à fait nous écrire et on prendra ce temps avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, échange à poursuivre et d'ici là, bonne fin de journée et à très bientôt.